Merci beaucoup. Avant de débuter dans cette conférence, dans cette présentation, comme j'ai pendant longtemps officié dans des universités anglo-saxonnes, je dois faire un disclaimer, hein, donc soyons clairs là-dessus. Je m'exprime à titre purement personnel. Si vous voulez avoir en face de vous quelqu'un qui a toujours raison, qui ne dit jamais d'erreur, qui ne fait jamais de faute, alors à ce moment-là, vous n'allez rien apprendre durant la totalité de cette soirée. J'imagine que c'est pas c'est pas votre optique pour ce soir, et je préfère qu'on puisse avoir un échange, qu'on puisse oser émettre des hypothèses, peut-être se disputer, mais d'une manière tout à fait franche, honnête, correcte, de manière à faire progresser l'état des connaissances, plutôt que de rester sur des choses dont on est certain, mais qui n'intéressent en réalité personne. Donc, ne vous sentez pas heurté si ici ou là, il y a des propositions qui vous sont faites, qui sont parfois dérangeantes, ou des questions qui sont troublantes, voire même, qui sait, peut-être des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. J'aurais tendance à dire que dans la situation actuelle que nous vivons, il y a de plus en plus de questions qui n'ont pas de réponse, ou qui ont une multiplicité de réponses qui dépendent finalement de qui est d'accord de prendre cette question au vol et d'y répondre. Je vous montre aussi cette photo. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu cette image, qui bien sûr est un Photoshop, ce n'est pas une image réelle. Et soyons clairs là-dessus, je ne suis ni pilote d'hélicoptère et je ne pratique pas le golf. Je n'ai jamais joué au golf de ma vie et je n'ai pas l'intention, dans un avenir proche, d'arrêter mes activités. Mais je trouve cette photo assez intéressante parce qu'elle représente, à mon avis, très très bien le monde dans lequel nous vivons. Le monde stratégique, le monde sécuritaire dans lequel nous vivons actuellement. Bonjour, entrez seulement. Parce que cette photo, elle me fait penser à un événement ou un incident particulier. C'était le 12 janvier 2010. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde se souvient du 9 septembre 2001, mais le 12 janvier 2010, tout le monde a probablement oublié, ou on a oublié la date. C'était, vous savez, la catastrophe naturelle qui a frappé l'île d'Haïti. Et je trouve que cet événement est assez symptomatique. J'ai été réveillé assez tôt le matin, je ne donnerai pas d'heure, hein, très tôt le matin, et je me suis rendu à la télévision suisse romande. Branle-bas de combat, il y avait toute une série d'annonces contradictoires, le nombre de morts, la situation, la communication qui était interrompue avec l'île d'Haïti, et des dépêches qui arrivaient, différentes dépêches, qui annonçaient des choses parfois assez étranges. Et en particulier, à 9h30 du matin, 9h45, une dépêche qui dit la chose suivante. La marine américaine, donc US Navy, hein, la marine américaine, envoie une force navale ou aéronavale en direction de Haïti. Et cette force est constituée de deux porte-avions. Deux porte-avions à propulsion nucléaire avec tous les navires d'escorte qu'on peut imaginer, c'est-à-dire une quinzaine de bâtiments. C'est une flotte tout à fait considérable, c'est beaucoup plus que la France, c'est beaucoup plus que la Royal Navy, enfin c'est à peu près la totalité de la marine britannique actuelle. Et aussitôt après cette annonce, à 9h30 ou 9h45 le matin, les autorités de Haïti ont répondu de manière très officielle par communiqué de presse en disant nous ne sommes pas du tout d'accord avec cet envoi de la marine américaine de navires militaires et nous n'autorisons pas ces navires à s'approcher de nos côtes. D'ailleurs, nous les combattrons et nous interprétons ceci comme étant une nouvelle tentative d'ingérence, d'influence, peut-être une attaque militaire pour saisir et prendre le contrôle d'Haïti.
puisque l'on sait qu'il y a eu des épisodes divers et variés dans l'histoire d'Haïti où l'armée américaine, effectivement, est entrée en Haïti pour assumer un certain contrôle, une certaine influence. Et puis, la machine médiatique s'est emballée et donc tout le monde a réagi, enfin surtout ceux qui n'avaient rien à dire et qui n'avaient aucune idée de ce dont on était en train de parler et qui ont commencé à spéculer sur cette invasion militaire, mais les Américains n'en manquent pas une, ils sont encore dans une logique du 19e siècle, c'est la politique de la canonnière, on voit un pays qui est accablé par le destin et qui est à la merci de n'importe quel envahisseur, et les Américains ne ratent pas une occasion de saisir cette opportunité pour prendre le contrôle de l'île, etc. Enfin, vous voyez un peu dans quelle direction le débat médiatique s'est annoncé. Et cette espèce de cacophonie médiatique me paraît en fait très représentative du moment que nous vivons actuellement. Alors aujourd'hui, c'est les tarifs, donc les tarifs douaniers. Demain, ce sera peut-être la propriété intellectuelle. Avant-hier, c'était le soutien militaire à l'Ukraine, etc. Mais vous voyez qu'on réagit aux échos. On est des échos et on réagit par rapport à des sons. Enfin, ce sont des ondes qui sont en train de réverbérer et qui sont en train de frapper contre des parois. Mais il n'y a absolument aucune substance et en fait aucune réalité derrière ces échanges de discussions, de discours ou de communiqués de presse. Et lorsque les journalistes de la télévision suisse romande m'ont demandé mon avis, oui, mais pourquoi est-ce que les Américains envoient 2 porte-avions à propulsion nucléaire? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ces bâtiments? Je leur ai donné une réponse qui, en fait, crevait l'abcès, qui faisait s'effondrer le soufflet, si vous voulez. Ces plateformes immenses permettent de transporter beaucoup de marchandises, mais enfin, il y a des porte-conteneurs qui permettent, qui sont dédiés à cette application, à cette possibilité-là. Donc, si on avait voulu transporter des marchandises, on aurait pu le faire avec d'autres types de bâtiments. Oui, c'est vrai, il y a des blocs opératoires, il y a des médecins, il y a la possibilité de venir au secours de la population de Haïti. Mais enfin, il y a des navires dédiés, il y a des navires hôpitaux au sein de la marine américaine. Donc, ce n'est pas absolument indispensable d'avoir ce type de navire qui est plutôt conçu pour la guerre. Et puis, sur le plan de la logistique, oui, c'est vrai, dans le Pacifique, il a été, je vous laisse rentrer, bien sûr, il y a de la place. Il y a eu, dans plusieurs opérations humanitaires, la nécessité de transvaser du matériel, des biens de soutien, de gros avions vers des plus petits avions ou des hélicoptères. Enfin, ce n'est pas forcément ce type de plateforme qu'on va privilégier pour cela. Et donc, la réponse, vous la connaissez. Sur chacun de ces porte-avions à propulsion nucléaire, il y a 2 centrales nucléaires. Ces 2 centrales nucléaires permettent de produire de l'eau potable. Et donc, durant les 2 premiers mois de cette catastrophe humanitaire, c'est la marine américaine qui a mis à disposition de l'eau potable pour la population d'Haïti. Donc, vous voyez qu'on projette toute une série de scénarios catastrophes. On est en train d'envisager le pire, parce qu'on est formaté de cette manière-là. On parlait tout à l'heure de la mentalité occidentale qui est systématiquement, on va imaginer la pire des possibilités pour pouvoir y réagir. Et puis en réalité, voilà, la logique, la réalité est quelque chose de très différent. Alors pour moi, c'est très symptomatique de la période dans laquelle on vit, dans laquelle on baigne. Il y a des raisons pour cela, il y a des stratégies qui font, et certains acteurs politiques, je n'ai pas besoin de les nommer, vous savez desquels il s'agit, qui ont une véritable stratégie, qui entretiennent le chaos, la confusion, le stress, un rythme soutenu de l'actualité pour nous faire peut-être perdre de vue certaines réalités. L'autre chose qui me plaît dans cette image, c'est les constantes et les changements dans l'histoire. Et les constantes et les changements, ça veut dire
Le porte-avions, c'est une invention qui a plus d'un siècle. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Mais d'un autre côté, à travers l'histoire, le porte-avions, donc le même outil, la même machine, a changé complètement de but, a changé complètement sa raison d'être, sa vocation. Ça a été utilisé à une certaine époque pour convoyer des avions. On pensait même pouvoir prolonger le trafic aérien, les longs voyages, les longs courriers avec des hydravions et pouvoir servir en fait de tremplin pour les vols transatlantiques à l'origine. Ensuite, on a utilisé ce type de système d'armes pour l'escorte des convois, pour la lutte contre les sous-marins, pour le débarquement de troupes à terre. Enfin bref, on a utilisé aujourd'hui, le porte-avions, c'est essentiellement un centre névralgique, c'est un centre de commandement flottant pour une force de projection militaire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si les outils restent les mêmes, ils restent les mêmes qu'il y a 30 ans, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, la manière que l'on a d'utiliser ces moyens militaires est très différente et peut encore changer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc si vous lisez un article dans le Blick qui dit que le char de combat est mort, rassurez-vous, ça fait depuis 1915, c'est-à-dire l'année de la première utilisation du char de combat, qu'on dit que le char est mort. Donc ce rythme-là, dans 100 ans, on pourra encore délibérer, on pourra en discuter de cette question-là. Les outils restent les mêmes, mais la manière de les utiliser est sensiblement différente. Voilà. Je vous ai dit que on ne va pas faire tout le CV. Enfin, il y a un certain nombre de revues à votre disposition si vous le souhaitez. La revue militaire suisse, c'est le deuxième périodique le plus ancien avec une publication ininterrompue depuis 1856. Ça, c'est les numéros que vous allez en haut à droite trouver dans vos boîtes aux lettres ces tout prochains jours. Servez-vous, je vous en prie. Et vous avez l'opportunité aussi de télécharger gratuitement la version anglaise, la version internationale de la revue militaire suisse. Je me baserai donc sur un certain nombre d'articles qui ont été écrits dans cette revue. Pour commencer chaleureusement la soirée, je vais vous dire quelque chose d'épouvantable. Sur la base de cette statistique qui vient d'un journal qu'on ne va pas traiter ni de gauche ni de droite, c'est The Economist. Donc ce n'est pas des chercheurs politologues qui ont développé ce graphique. Mais ce graphique, il vous montre l'évolution du nombre de conflits armés depuis, tout à gauche, ici, 1946, et puis qui va jusqu'en 2020. On pourrait prolonger la courbe, peu importe. Pourquoi 1946 ? Parce que 1946, c'est la signature de la Charte des Nations Unies, donc la création de l'ONU, la Charte de San Francisco. En d'autres termes, on a signé cette charte, on a créé un système international pour résoudre les conflits, pour éviter la prochaine guerre, pour éviter la Troisième Guerre mondiale, qu'on envisageait comme potentiellement étant une guerre nucléaire. Et vous voyez que malgré tout, la guerre, c'est un phénomène historique. Il ne suffit pas de dire on ne veut plus de guerre ou la guerre hors la loi, comme ça a été le cas dans les années 1920. Il ne suffit pas de cela pour qu'un phénomène, pour qu'une réalité disparaisse de la surface de la planète. Par contre, c'est vrai que l'ONU a réussi avec un certain nombre de mécanismes, et puis les grandes puissances, l'équilibre de la guerre froide, ont réussi ensemble à créer une situation où un certain type de conflit armé, un certain type de guerre est devenu de moins en moins fréquent. Et ce type de guerre, ce sont les conflits entre les États. C'est-à-dire que les grandes guerres auxquelles on était, entre guillemets, accoutumés, habitués au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, eh bien, ces guerres sont devenues de moins en moins fréquentes parce que, bien sûr, les moyens deviennent de plus en plus destructeurs. Avec des armes nucléaires,
on ne joue pas de la même manière dans les relations internationales que sans armes nucléaires. Ça devient un jeu de plus en plus dangereux. Donc le nombre de conflits entre les États, le nombre de conflits directs entre les États a eu tendance à diminuer. Et effectivement, vous voyez cette partie au sommet, qui est cette partie verdâtre. Ça, ce sont les guerres civiles, ce sont les conflits à l'intérieur d'un État. Et cela a pu faire croire, à différents moments de l'histoire, qu'un conflit interne était moins grave qu'un conflit entre États. Un conflit intra-étatique est moins grave, crée moins de morts qu'un conflit interétatique. Aujourd'hui, on revient un petit peu en arrière sur cette réalité parce que malheureusement, quand on se bat à l'intérieur d'un État, généralement le conflit dure plus longtemps qu'un conflit entre États avec deux gouvernements qui peuvent signer des modalités d'un cessez-le-feu, d'une paix. Et donc, ça se discute sur le nombre de morts. Enfin, peu importe, on a cru que le seuil de la guerre, que le niveau de guerre était plutôt en baisse, et cela jusque dans les années 1990. Et donc, c'est un paradoxe d'appeler les années 1990 les dividendes de la paix, parce qu'on a investi beaucoup moins dans la défense, on a investi beaucoup moins dans l'armement ou dans la course à l'armement, on a développé moins de technologies. Tout cela, c'est vrai. On a davantage coopéré parce que un des protagonistes de la guerre froide, l'Union soviétique, a implosé en 1991. Et donc, il y a eu davantage de coopération entre les États. Le monde est plat. Tout le monde a voulu coopérer, travailler ensemble selon les mêmes standards internationaux. Tout cela, c'est vrai. Et pourtant, durant les années 1990, il y a entre 2 et 3 fois plus de conflits armés à travers le monde que durant les années 80 ou que durant les années 1970. Et ça, on a énormément de peine à l'expliquer aujourd'hui. Alors pour une explication rapide, et puis après on peut bien sûr revenir sur cette question et puis regarder différents aspects de cette réponse, probablement, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas les intérêts géopolitiques, ce n'est pas la puissance militaire qui fait les guerres, c'est les changements brutaux, c'est les déséquilibres. Et malheureusement, dans ces déséquilibres, il y a des situations de violence incontrôlées ou des programmes politiques plus radicaux, on va dire ça comme ça, qui font qu'il y a davantage de tendances ou de probabilités de faire face ou d'être confronté à des conflits. Pour le dire de manière extrêmement claire, au début des années 1990, donc au moment de la chute du mur de Berlin, vous avez 6, 7, 8 conflits armés à travers le monde. Au milieu des années 1990, donc au milieu des années 1990, on parlait de la Bosnie tout à l'heure, donc 1995, 18 conflits armés. Évidemment, si chaque république tente de devenir autonome, au lieu d'un conflit armé de l'ex-Yougoslavie, un conflit interne, vous avez 6 conflits interétatiques. Ça, c'est la réalité. Ce qui est nouveau, c'est que depuis les années 2010, on s'aperçoit que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le niveau ou le seuil de la guerre est en train de baisser, eh bien cela ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et de plus en plus d'États, maintenant, considèrent à nouveau, comme ça a été le cas au XIXe siècle, comme ça a été le cas avant la Deuxième Guerre mondiale, que la guerre, finalement, c'est une possibilité, c'est un outil comme un autre. Voilà. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport sur la politique de sécurité 2021 qui dit que l'on constate aujourd'hui une banalisation de l'usage de la force dans les relations internationales. Généralement, je ne cite pas le rapport sur la politique de sécurité pour ses idées révolutionnaires et novatrices. Là, je dirais simplement qu'on a une phrase qui décrit parfaitement la réalité du moment. C'est-à-dire que alors que personne n'osait parler d'emploi de la force il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, aujourd'hui, oui, c'est une option parmi d'autres.
et c'est une option qu'on peut combiner avec d'autres formes de pression ou d'influence ou de chantage ou de menace. Et donc, la courbe que vous avez sur la droite, c'est-à-dire la courbe rouge et la courbe foncée, c'est-à-dire le nombre de conflits latents ou de conflits de guerres civiles qui sont devenus des guerres internationales, eh bien, a tendance à prendre l'ascenseur et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de guerres entre États. Des guerres qui auparavant étaient cachées, masquées, on soutenait des groupements de libération et aujourd'hui, on annonce franchement la couleur, tel État soutient tel autre, belligérance, co-belligérance ou pas belligérance, on soutient les autres pour pouvoir continuer à faire la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fréquent et de plus en plus banal. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, puisque la directrice du Comité international de la Croix-Rouge a parlé au début de cette année de 120 conflits armés à travers le monde. Alors je vous laisse faire le calcul, sachant qu'il y a un peu plus de 190 États membres des Nations Unies, ça fait beaucoup de conflits. Ça fait vraiment beaucoup de conflits. Et on peut dire, c'est une règle de 3 qui vaut ce qu'elle vaut, grosso modo, à travers la planète, on a un quart du monde, un quart de la population mondiale qui est directement touchée par une situation de conflit armé, et puis on a probablement 2/4, la moitié de la planète qui est touchée indirectement par ces conflits, ne serait-ce que, par exemple, par les réfugiés qui doivent quitter des régions de guerre. Donc la guerre est devenue un sujet d'actualité, est devenue une réalité de plus en plus présente. Il faut juste ouvrir les yeux et sortir d'un certain déni qui a été confortable ou qui a pu être confortable à différentes époques. Le résumé des épisodes précédents, je peux vous le faire à travers 4 points ici importants. Tout à gauche, le fait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, tout le monde sait ça. Dans cette maison, voilà, c'est une évidence. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin sur ce plan-là. Simplement, aujourd'hui, il y a un renouveau. Il y a un renouveau de Clausewitz, il y a une relecture de Clausewitz, encore une fois, dans le sens où on a différents types d'outils qui peuvent être des outils militaires, qui peuvent être des outils diplomatiques, qui peuvent être des outils de plus en plus légaux, puisqu'on parle de lawfare, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est-à-dire on va utiliser le droit international pour faire pression sur un État. Donc il y a toute une série de formes de pression que l'on peut exercer. La force militaire est un moyen de faire pression sur les États, ce n'est pas le seul. Et tout ceci concourt à des relations internationales de plus en plus tendues. Avec quelque chose que peut-être Clausewitz n'a pas pu envisager parce qu'il ne connaissait pas ce monde-là, c'est une déconnexion entre, ou une désynchronisation entre les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts sociaux ou divers, c'est-à-dire que la politique veut que les échanges continuent à se passer, veut que la coopération se passe bien, mais ça ne va pas du tout dans l'intérêt de l'économie ou de certains milieux de l'économie, ou inversement, les milieux économiques veulent une coopération et ne veulent surtout pas de guerre. Ah oui, mais ça, ce n'est pas du tout l'intérêt de la présidence ou du gouvernement à un moment donné. Eh bien, on est dans cette situation difficile qui va décider finalement quels sont les moyens qui vont être employés pour venir à bout des problèmes. Robert Kagan, avec ce livre, à mon avis, extraordinaire, et personne n'a l'excuse de ne pas l'avoir lu, parce qu'il fait 117 pages. Donc, si vous dites non, je n'ai pas le temps, non, il y a des ouvrages plus récents, celui-ci est de 1994, donc vous voyez, c'est un vieux bouquin. En plus, il a été beaucoup critiqué parce que Robert Kagan, oui, est républicain, oui, il est conservateur, et il a été beaucoup critiqué durant les années 1990 quand le livre est sorti. Mais relisez surtout la fin du livre parce qu'il parle de Pivot to Asia, il parle de la coalition
occidentale et de cette alliance doublement intéressée, symbiotique, entre la puissance et le paradis. La puissance, c'est la puissance militaire, c'est le hard power américain, nord-américain. Et puis le paradis, c'est entre guillemets le paradis socio-économique ouest européen. Et il dit, tant que cette coalition fonctionne, tant que les synergies entre États-Unis et Europe occidentale fonctionnent, tout va bien. Les Occidentaux maîtrisent l'agenda et maîtrisent les situations à travers le monde. À partir du moment où il y a une division entre Amérique du Nord et Européens, là, ça va devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher et beaucoup plus compliqué. Et à l'époque, Robert Kagan, en 1994, dit « there is a growing rift ». Alors, le rift, tout le monde voit ce que c'est, surtout si vous avez de l'expérience dans le domaine de la géologie, ce qui n'est pas mon cas. Le rift, vous savez, c'est la séparation entre les plaques continentales. Et il existe un rift qui sépare la plaque continentale nord-américaine d'un côté et la plaque continentale européenne de l'autre. Et vous savez que certaines plaques ont tendance à se rapprocher, c'est le cas de l'Afrique qui pousse en direction de l'Europe. Attention, je ne parle que de géologie. Par contre, la plaque européenne et la plaque nord-américaine ne sont pas en train de se rapprocher géographiquement, géologiquement parlant. Ces deux plaques, elles sont en train de s'éloigner. Et Robert Kagan dit c'est un symbole pour dire attention, les États-Unis sont en train de s'éloigner du monde occidental pour autant que la Grèce, Athènes, enfin, soit la capitale de l'Occident spirituel, philosophique, culturel. Et il parle, ou il écrit dans les années 1990, alors il dit, le problème c'est qu'aux États-Unis, il y a une fracture entre la côte Est qui regarde traditionnellement en direction de l'Europe et la côte Ouest qui est beaucoup plus globale et qui s'intéresse beaucoup plus naturellement, spontanément à ce qui se passe en Asie. Et il dit attention parce que les élites politiques aux États-Unis sont en train de changer. Il écrit ça en 1994 en disant aux États-Unis, on est en train de regarder beaucoup plus en direction de l'Asie et on délaisse ce qui se passe en Europe. Ce n'est pas intéressant ce qui se passe en Europe. Et ça, c'est dangereux parce que ça implique que les États-Unis vont faire cavalier seul, vont s'intéresser à l'Asie, vont se désintéresser de ce qui se passe en Europe. C'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Attention, Robert Kagan parlait à l'époque du Japon. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne parle plus et on ne s'intéresse plus au Japon. C'est la Chine, bien sûr, qui est dans tous les esprits. Mais à cette exception près, Robert Kagan a réalisé cet ouvrage qui est d'une actualité relativement chaude, relativement brûlante. Joseph Nye. Joseph Nye est un type que j'admire pour une raison. Pour une raison. Ce n'est pas parce qu'il est professeur à Yale, etc. Ce qui est intéressant avec Joseph Nye, c'est qu'il sait comment faire de l'argent. Et il sait comment vendre des bouquins. Voilà. Il a écrit ce livre en 1994, Soft Power, en disant, vous savez, on peut faire de l'influence sans nécessairement utiliser des moyens militaires. Comment est-ce qu'on fait ça? À travers le cinéma, à travers la culture, c'est le soft power, à travers la diplomatie, à travers cette loterie de green card américaine. On va faire en sorte que les gens soient attirés, viennent étudier aux États-Unis, etc. Cette attractivité culturelle des États-Unis, c'est un moyen qui remplace avantageusement l'utilisation de moyens militaires dans certains cas. Et évidemment, Joseph Nye a gagné beaucoup d'argent et il a vendu beaucoup de livres, plus que moi. Et pourquoi? Parce que 1994, c'était les élections présidentielles aux États-Unis et Bill Clinton, qui est un socialiste, c'est pas moi qui le dis, il est à gauche, hein, Bill Clinton, candidat à la présidence américaine, cherchait désespérément un fondement idéologique, scientifique. Il
Yale, c'est pas mal comme fondement idéologique et scientifique, pour pouvoir dire on va diminuer les dépenses militaires. Et donc Joseph Nye a fait son fonds de commerce pendant 10 ans avec ce concept de soft power, c'est-à-dire finalement on n'a pas besoin de forces armées, puisqu'on peut payer les gens, on peut lancer des programmes de recherche internationaux, etc. On n'a pas besoin de forces militaires ou de l'usage ou de l'emploi de la force militaire pour avoir de l'influence au-delà de nos frontières. Alors vous avez compris que je n'étais pas un grand copain de Joseph Nye. Et je ne suis pas un grand copain parce que même s'il a vendu plus de livres que moi, Joseph Nye a tort. Joseph Nye a tort, je vous le dis, il a tort parce qu'un an après la sortie de son livre, il y a 2 génocides. Un à Srebrenica et le deuxième au Rwanda. Alors comment on explique ça? Comment on explique ça? Si Joseph Nye avait raison, on pourrait acheter les dirigeants, on pourrait les faire chanter, on pourrait tous les inviter ou leurs enfants à faire des études dans les universités prestigieuses américaines, on pourrait faire des films, d'ailleurs on l'a fait, sur le Rwanda on l'a fait, sur Srebrenica pas tout à fait. En fait ça ne fonctionne pas. Le soft power, ça ne fonctionne pas. Ou plus exactement, le soft power, ça ne fonctionne qu'avec les moutons gentils. C'est-à-dire, si vous voulez influencer des gens qui sont d'accord de se faire acheter, oui, le soft power, ça va fonctionner. Mais si vous avez des dirigeants qui sont prêts à massacrer une partie de leur population, eh bien là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Et c'est ça les limites du soft power. D'autre part, on peut même se poser la question, après avoir financé des programmes culturels, Radio Free Europe et ce genre de choses, ou des sanctions commerciales ou économiques contre un certain nombre de pays pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je n'ai pas besoin de citer les pays qui sont sous embargo, il faut se poser la question à la fin, est-ce qu'on a réussi à obtenir un résultat ? Et généralement, la réponse, dans le meilleur des cas, elle est « oui, mais vous ne comprenez pas tout à fait, mais enfin, ce n'est pas grave, mais enfin, il fallait le faire, et c'est la chose juste à faire, mais il n'y a pas de résultat. » Il y a très peu de résultats pour le soft power. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. On ne sait pas quand on va avoir un résultat. On n'a aucune garantie que le résultat soit positif. Et donc, au final, peut-être que sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, ça coûte beaucoup plus cher que des forces armées ou qu'une action cinétique ou une action violente, agressive contre un autre pays. On n'a aucun moyen de démontrer que le soft power est plus rentable que le hard power. Et j'en veux pour preuve que Joseph Nye est quelqu'un qui sait vendre des bouquins, parce qu'en 2004, il écrit un nouveau livre qui s'appelle Smart Power. Et Smart Power, c'est quoi? C'est, en d'autres termes, vous n'avez pas besoin d'acheter le livre Smart Power. Parce que, en fait, si vous avez lu le premier, c'est juste « oups, je me suis trompé ». Hein? Ça ne fonctionne pas. Et donc, Smart Power, c'est de dire « le soft power, c'est bien, il faut le faire parce qu'on est gentil ». Mais de temps en temps, on a quand même besoin d'utiliser un peu de force. Et donc, le smart power, c'est la combinaison du soft power avec un petit peu, voilà, la carotte avec un petit peu de bâton de temps en temps. Donc, aujourd'hui, le soft power aux États-Unis, c'est mort. C'est décrédibilisé. Et j'en veux pour preuve, même à l'époque de la présidence de Obama, une bonne partie des conseillers de Obama, qui étaient des gens qui avaient baigné dans cette recette de cuisine des années 1990 dans les années Clinton, eh bien, ces gens-là ont été les plus interventionnistes et peut-être pas les plus militaristes, mais en tout cas, c'est ceux qui ont le plus utilisé l'intervention militaire à cause de ces génocides à répétition et de ces situations. Et on parle de liberal interventionist à l'époque du président Obama. Donc c'est assez paradoxal. Et tout ceci pour dire, si vous ne comprenez pas pourquoi Trump, eh bien revenons en arrière 10, 15 ans. On trouve les échecs des politiques précédentes
qui explique que maintenant on est à la recherche aux États-Unis d'autres solutions plus efficaces ou réputées plus efficaces. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, j'explique juste dans quelle situation nous nous trouvons. Et puis il y a un dernier bouquin que je ne peux que vous recommander parce qu'il a été écrit par le général Rupert Smith, qui est un ancien commandant de brigade blindée britannique pendant la guerre du Golfe, donc il ne peut pas être tout à fait mauvais. Et en plus, il a été mon commandant en tant que quatrième et dernier commandant de la force de protection des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, et j'ai eu l'occasion de servir sous ses ordres, et c'est lui qui a mis fin à la guerre en Bosnie. Après, on peut dire, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Oui, on est tous beaucoup plus intelligents après, mais pour stopper les massacres, il a réussi à stopper les massacres. Et Rupert Smith a écrit ce livre, The Utility of Force, qui est un livre brillant, qui est un livre extraordinaire, et qui dit, entre autres choses, la chose suivante. Il y a un nouveau type de conflit aujourd'hui, il appelle ça les conflits du quatrième type, et il dit, il y a quelque chose qui est nouveau avec ce type de conflit qu'on voit apparaître à la fin des années 1970 dans certaines régions du monde et qui se généralise dans les années 90. Et on pourrait dire que c'est aujourd'hui le type de conflit principal, c'est-à-dire la caractéristique nouvelle des conflits modernes, c'est que pour la première fois dans l'histoire, vous avez un certain nombre d'acteurs qui ne veulent pas gagner. Donc, vous avez tous une fois joué aux échecs, aux quilles, enfin n'importe quel jeu de société, aux cartes, peu importe, et vous êtes d'accord que dans ces jeux de société, vous avez des règles. Et donc, il y a des règles parce qu'il faut, jouer d'une certaine manière et parce qu'il y a un certain objectif. L'objectif, c'est de gagner le plus de points. L'objectif, c'est de manger les pions de l'autre, c'est d'avancer sur un échiquier, etc. Enfin, peu importe. À la fin, l'objectif, c'est de gagner. Eh bien, Rupert Smith dit, attention, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau type de conflit, peut-être pour la première fois dans l'histoire. Vous avez une multiplication des acteurs, et certains de ces acteurs, il les appelle des spoilers. Alors, les spoilers, ce n'est pas ce qui fait du bruit quand vous passez sur un gendarme couché dans une zone 30 à Genève. Les spoilers, c'est des gens qui ne veulent pas jouer avec les mêmes règles et des gens qui n'ont pas le même objectif. Et si vous y réfléchissez bien, vous constaterez qu'il y a toute une série de conflits armés à travers le monde où vous avez des acteurs, des forces politiques qui n'ont pas du tout envie de gagner. Ils n'ont pas du tout envie de gagner parce que ça veut dire quoi gagner? Ça veut dire le retour à la normale, ça veut dire qu'il faut payer des impôts, ça veut dire que vous devez être transparent avec votre budget, ça veut dire que vous ne pouvez pas scapegoat, vous ne pouvez pas utiliser une partie de la population comme mouton noir, vous êtes obligé d'être transparent vis-à-vis de la communauté internationale, vous êtes obligé d'avoir des élections. Et donc aujourd'hui, il y a toute une série d'acteurs, il y a toute une série de décideurs qui sont impliqués dans des conflits d'une manière ou d'une autre, qui n'ont pas du tout envie d'arrêter la guerre. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans les relations internationales, qui est nouveau pour les humanitaires, parce que pour la première fois, on ne peut plus couper la poire en deux, ou la pomme, ou la banane. On ne peut plus simplement faire une médiation où on dit 50-50 ou alors 49-49 pour que tout le monde ait perdu quelque chose et puis on vient avec une solution, un arbitrage international. Et ça, c'est quelque chose qui est bigrement important pour comprendre la complexité des conflits actuels. J'ai oublié de vous dire une autre chose. Oui, je vais complètement plomber la soirée, hein, c'est pas grave. Enfin, vous êtes venus... voilà. Je voulais savoir quelle était la durée moyenne d'un conflit armé aujourd'hui. Et donc, au début de cette année, je me suis dit, il faut peut-être refaire les statistiques que je donnais à mes étudiants il y a quelques années, puisque la statistique que j'avais, c'était 30% des conflits avaient plus de 30 ans, etc. Eh
ben, aujourd'hui, ce n'est pas brillant. Dans 3/4 des conflits armés à travers le monde aujourd'hui, vous avez un conflit armé qui existe, qui est latent, qui recommence, qui repart, qui bifurque, etc. Mais dans 3/4 des conflits armés, vous avez un conflit qui dure depuis plus de 50 ans. Et en réalité, en moyenne, on est beaucoup plus, on est pratiquement à 70 ans de conflits armés, larvés, enfin, c'est des choses très complexes et très difficiles et très pénibles, parce que cela signifie qu'il est très facile aujourd'hui de débuter, de démarrer un conflit. Par contre, de mettre les gens autour de la table, de négocier et de trouver un accord et de stopper ce conflit, ça, c'est devenu pratiquement mission impossible. Donc ça, c'est une réalité. Et j'en veux pour preuve la situation actuelle en Ukraine. C'est très facile de débuter un conflit, mais on ne sait pas vraiment aujourd'hui comment résoudre ce conflit. On ne sait pas non plus qui va résoudre ce conflit. Et quelque part, j'aurais tendance à dire, on juge mal ce conflit ou on anticipe mal les conséquences du conflit en Ukraine si on pense qu'il y aura un traité de paix à un moment ou à un autre. Vraisemblablement, avant que ce traité de paix existe, il y aura très certainement une situation, une zone grise, une situation indéterminée. Et cette situation indéterminée, en fait, pour Vladimir Poutine, c'est un but en soi. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est ça qu'on n'arrive pas à poser sur la table. On reste encore volontiers dans cette idée que la Russie veut gagner la guerre en Ukraine. Alors bien sûr, si c'est possible, tant mieux, on prend. Mais dans la réalité, une situation indéterminée en Ukraine, comme en Géorgie, comme en Moldavie, c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable pour la Russie, pour les 5, pour les 10, pour les 15, pour les 30 prochaines années. C'est quelque chose qui est tout à fait acceptable, voire souhaitable pour la Russie. Ça crée énormément de conflits et de tensions, de tergiversations dans le camp opposé. Mais finalement, pour la Russie, les objectifs principaux sont déjà remplis. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de la guerre en Ukraine ou est-ce qu'on passe comme chat sur braise? On passe. C'est quoi le problème de la guerre en Ukraine? Vous avez d'un côté, on va commencer par la Russie, puisque la Russie a débuté cette guerre. Vous avez une situation où l'armée russe de 2022 n'existe plus. Cette armée a été détruite. 2600 chars de combat perdus, c'est plus que la totalité de l'armée russe d'active de 2022. Ce sont des pertes qui sont catastrophiques. Et même le passage à une économie de guerre, même le recrutement de 65 000 ouvriers pour faire les 3-8, c'est-à-dire pour produire des chars et de la munition le dimanche entre minuit et 5 heures du matin, même ça ne suffit pas pour combler les pertes. Donc, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Oui, la Russie réussit à mobiliser davantage de personnel, c'est vrai. La Russie est en mesure, de cette manière-là, de pratiquement doubler la quantité de force, la quantité de personnel sur le terrain. Par contre, la qualité de ce personnel, on est en droit d'émettre certains doutes. Et non seulement cela, mais ce personnel, ce ne sont pas des miliciens, ce sont des professionnels, ce sont des mercenaires, ce sont des gens qui sont payés des sommes considérables, et personne ne sait exactement dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, comment la Russie va payer les salaires de ces gens auxquels on offre entre 1 000 et 4 000 dollars par mois pour se battre sur le front. Donc ce n'est pas des miliciens, ce n'est même pas des professionnels, parce que des professionnels de l'armée russe ne gagneraient pas des sommes aussi importantes. C'est des contrats.
donc personne ne sait comment la Russie va payer ses combattants, et personne ne sait non plus comment la Russie va payer les indemnités de guerre une fois que ces gens auront perdu une jambe, auront perdu un membre de leur famille, etc. Les pensions que cela représente. L'économie russe va tout sauter pendant les 50 prochaines années avec les dépenses qui sont encourues. En termes de matériel, je vous l'ai dit, la production de matériel de guerre russe aujourd'hui n'arrive pas à combler les pertes. Alors comment est-ce que la Russie réussit à maintenir le rouleau compresseur, à maintenir la pression ? Eh bien, ils le font en puisant dans les réserves de matériel qui ont été accumulées depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous avez, je crois qu'il y a une photo ici, vous savez, cette marque Z, je ne fais pas de publicité, hein, mais moi j'appelle ça des chars zombies. Parce que ce char que vous avez ici à gauche, c'est un T-62. C'est un char, donc 62 comme 1962. 1962. Donc, je ne sais pas ce que vous conduisiez ou ce que vos parents conduisaient en 1962 comme voiture. Mais moi, je ne vais pas au travail avec une 2 chevaux, avec une Mini Austin. C'est un collector. C'est un collector. Pourquoi est-ce que la Russie dispose et engage sur le front des T-62 revalorisés ? Parce que 850 de ces chars qui ont été sortis des hangars et des réserves ont été modernisés avec de la télémétrie laser, avec des nouvelles munitions, parce que l'idée à l'origine de ces 850 chars modernisés, c'était de les vendre à la Syrie. Bon, donc on en est là. On en est là. Pour le faire court, la Russie avait environ entre 6 et 8 000 chars de combat qui étaient stockés en réserve. En 3 ans de guerre, ils ont pratiquement utilisé 2 tiers de ce matériel. Donc vous voyez que ça devient de plus en plus difficile. La Russie se maintient à flot, encore une fois, parce qu'elle a des réserves dans lesquelles elle peut puiser. Ces réserves s'amenuisent. On est en train de rechercher maintenant du matériel, des munitions dans le fond du panier. Ça devient de plus en plus difficile de maintenir cet effort de guerre. La conscription, on en a parlé, et puis l'industrie d'armement. Disons-en quelques mots ici. La Russie est très mal prise dans cette guerre. Et elle est très mal prise parce que en 2007, la personne que vous avez ici à gauche, le ministre Serdyukov, a reçu une tâche de la part du président Poutine, déjà lui à l'époque. Il faut que l'armée russe soit prête à la guerre dans 10 ans. Et en même temps, il fallait absolument que l'industrie d'armement russe soit entièrement transformée, réorganisée. Et c'est ce que Serdyukov a fait. Serdyukov, c'est le premier ministre de la Défense de l'histoire de la Russie qui n'est pas un militaire. Il n'a jamais fait de service militaire. En fait, il vient de l'économie privée. C'était le CEO de l'équivalent de la Migros en Russie. Et donc, il est venu avec... c'est très bien, la Migros. Rien dit de mal. Et Serdyukov est venu avec ses techniques de management et est allé devant cette industrie d'armement russe et a dit ça, c'est pas rentable, ça, on trace. Ça, c'est redondant, on trace. Ça, on fusionne. Ça, on reprend. Ça, on réinjecte du capital. Mais alors, maintenant, vous fabriquez plus exactement la même chose que l'autre bureau d'études. On commence à spécialiser les uns et les autres. Et Serdyukov a bien fait son travail. En tout cas, il a bien fait le travail qu'on lui a confié à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a... Je pourrais vous poser la question, c'est une question piège. Aujourd'hui, combien y a-t-il d'entreprises d'armement en Russie? Une seule. Une seule. Et cette entreprise, vous avez son siège ici, s'appelle Rostec. Et Rostec a repris absolument toute la production d'armement en Russie. C'est-à-dire que le mot Kalachnikov, c'est une marque. Voilà, mais il n'y a plus d'entreprise qui s'appelle Kalachnikov.
Sukhoi, MiG, c'est des compagnies qui n'existent plus. Aujourd'hui, ça s'appelle United Aircraft et ça appartient, c'est une division de Rostec. Et donc la problématique, c'est que juste avant le conflit débuté par la Russie en 2022, eh bien, cette organisation a été mise en place, fonctionnait. Encore une fois, c'est un système qui était rentable. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus du tout les chaînes de montage, il n'y a plus du tout les nombreuses capacités de production qui existaient auparavant. Et en termes de réserve stratégique, l'équipe de Serdyukov a réduit de pratiquement 2/3 les réserves de munitions, les stocks de l'armée russe, le matériel qui était conservé, parce que tout simplement, ça coûtait trop cher en gardiennage d'avoir du personnel réparti aux quatre coins de la Russie. Donc en réalité, ces réformes ont été menées tambour battant. Et juste avant 2022, on s'est rendu compte que ça ne va pas suffire pour le type de guerre dans laquelle la Russie est impliquée aujourd'hui. Et la Russie a dû faire machine arrière, c'est-à-dire si les plans d'origine, c'était une otanisation, une modernisation des forces armées russes, une brigadisation des forces armées russes, depuis 2023, la Russie est en train de revenir à ses doctrines de la guerre froide, avec toutes les mentalités, avec tous les matériels que l'on peut imaginer. Donc beaucoup d'argent a été investi dans des développements, dans des technologies qui en réalité aujourd'hui ne servent plus à rien, et on est en train de faire machine arrière en direction de ce qui était produit et de ce qui était réfléchi pendant la guerre froide. C'est un peu un retour à la guerre froide. Alors maintenant, la guerre en Ukraine a changé de manière assez dramatique et assez forte les relations internationales, et en particulier sur cette question de la sécurité européenne. On en est venu à devoir s'adapter. Même ceux qui étaient dans le déni ont été obligés de se réveiller. Cette expression « armée bonsaï », je l'ai beaucoup utilisée. Vous savez ce que c'est un bonsaï? Vous prenez un arbre, vous coupez, 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 coupez. Il se rétrécit, enfin en tout cas il ne grandit pas. À la fin, vous avez la forme de l'arbre, vous avez la couleur de l'arbre, mais vous n'avez pas tout à fait l'ombre et vous n'avez certainement pas les fruits. Et bien ça, c'est les armées européennes. C'est-à-dire qu'on a coupé, 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 coupé. Ça ressemble encore à une armée, mais vous n'avez plus le volume et vous n'avez certainement pas les capacités ou les performances d'il y a 10, 20 ou 30 ans en arrière. Armée bonsaï, j'aurais aimé être l'auteur de cette expression, mais c'est quelqu'un qui travaille pour le Center for Strategic Studies à Zurich qui a eu l'idée de cette expression qui me paraît quand même assez pertinente. Donc on a réduit les dépenses. Soit dit en passant, l'Ukraine a été le bon élève du désarmement européen et international, puisqu'ils ont tout abandonné, y compris leurs armes nucléaires. Si l'Ukraine avait gardé dans un placard une ou deux de ses armes, peut-être qu'on ne serait pas en train de parler de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et donc vous voyez que la guerre en Ukraine, le désarmement qui a précédé la guerre en Ukraine, eh bien, ça met complètement par terre les processus de non-prolifération, tout le concept même de la communauté internationale qui insiste encore sur le désarmement et la limitation des armements. Aujourd'hui, ce processus est en lambeaux. On parle aujourd'hui de tout sauf de désarmement, y compris à la conférence de désarmement. Et puis, en termes de dépenses, eh bien, pour le faire vite, on a aujourd'hui tellement coupé dans les budgets que beaucoup d'États européens doivent maintenant reconstituer des capacités militaires. Oui, il y a juste un problème, c'est qu'on remplace des véhicules qui coûtaient, disons, 100 000 francs, pour prendre un chiffre rond, par du matériel qui aujourd'hui coûte 3, 4, 7, 10 fois plus cher, parce que la main-d'œuvre n'est pas la même, parce que les séries ne sont pas les mêmes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut acheter des pièces d'artillerie et de la munition d'artillerie, donc les prix prennent également l'ascenseur.
entre 2022 et aujourd'hui, vous avez un facteur multiplicateur des prix dans le domaine de la défense. C'est multiplié par 4 ou 5. Vous avez vu peut-être les actions de Rheinmetall ces derniers mois. Je ne sais pas si vous avez l'appétit d'investir dans ce type d'industrie. Enfin, c'est quelque chose qui outperforme à peu près toutes les autres catégories de produits. Et aujourd'hui, l'actualité en Europe, c'est de réouvrir des lignes de production pour du matériel lourd, pour des chars de combat, alors qu'il y a encore quelques années en arrière, beaucoup de pays, à commencer par les Pays-Bas, ont décidé que non, le char de combat, c'était un dinosaure, c'était plus nécessaire. Aujourd'hui, ça se vend relativement bien. Les carnets de commandes sont probablement pleins pour les 7 prochaines années. Et si la Suisse se réveille, un jour, ça va être problématique. Ça va être problématique d'obtenir un slot de production dans ces lignes d'assemblage. Plus vous attendez, plus ça va prendre du temps et plus ça va coûter cher. Mais ça, on le sait déjà, puisque en 1937, quand on s'est rendu compte, on s'est réveillé et on a décidé qu'il fallait un emprunt pour la défense nationale, on a récolté beaucoup d'argent à cette époque-là. On a récolté 800 millions, c'est beaucoup d'argent à l'époque, et cet argent, on n'a pas pu le dépenser. On voulait acheter des avions et des chars de combat, on n'a pas pu le faire parce que la commande qui a été placée en Tchécoslovaquie pour acheter des chars Skoda, eh bien, la Tchécoslovaquie n'existait plus un an plus tard. Et pour ce qui est des avions, personne ne voulait nous les vendre parce que les Français, les Britanniques, les Allemands, tout le monde était occupé à produire des avions pour leurs propres besoins. Donc, équiper un pays neutre, pourquoi faire? Ça n'a aucun sens. Et donc, on vient à cette problématique de l'isolement de la Suisse par cette réalité-là, c'est qu'aujourd'hui, tous les pays européens sont en train de se réarmer. Il n'y en a qu'un qui est encore en train d'hésiter, c'est l'Espagne. Après, on peut discuter de cas particuliers si vous le souhaitez. Il y a une réalité politique ou une alternance politique en Espagne qui fait que la question se pose encore. Mais tous les autres États européens, non seulement sont maintenant contraints d'atteindre les 2% du PIB investi dans la défense, ce qu'ils ont promis en réalité dès 2002. Donc ce n'est pas Trump qui les force à dépenser 2%, c'est les États européens, membres de l'OTAN, qui ont promis en 2002, qui ont signé cette promesse d'investissement. 2% du PIB, 20%, c'est-à-dire 20% de ces 2% investis dans la modernisation des forces, c'est-à-dire le renouvellement des matériels, alors que vous avez certains États comme la Belgique où plus de 90% du budget de la défense paye des salaires, c'est-à-dire qu'on va payer des militaires. Très bien, c'est bien d'avoir des professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font. Oui, mais à la fin, on n'a pas dépensé de l'argent pour un seul litre de carburant, pour un seul exercice, pour une seule cartouche pour s'entraîner. Donc ce projet de l'OTAN, cet objectif de 2%, c'est aussi 20% investi dans le renouvellement des matériels. Et le 150%, c'est 150% de l'effectif. C'est-à-dire que la norme aujourd'hui, pour les pays européens, c'est d'augmenter de 50% leur effectif, c'est-à-dire le nombre de personnel militaire. Et je le répète, pour ce qui est de la Suisse, on peut tourner autour du pot tant qu'on veut, mais plus on attend avant d'embrayer ces réformes, plus ça va coûter cher, plus ça va prendre de temps, donc plus ça va coûter cher. Ça, c'est une garantie absolue. Sécurité par la coopération, c'est le titre du rapport sur la politique de sécurité 2000. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. 1995, ça a été la création, l'ouverture des 3 centres genevois, le centre pour la politique de sécurité, le centre pour le déminage humanitaire et le centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Donc à l'époque, déjà en 1995, il y avait la réalisation que la Suisse ne pouvait pas faire cavalier seul et qu'il fallait davantage de coopération. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La question qui se pose aujourd'hui, c'est coopérer avec qui? Coopérer avec qui? Alors, les Nations Unies
Ça va être difficile, ça va être difficile, parce que 1956, c'est la création des casques bleus, sans aller dans toute une série de discussions. Le spectre d'utilisation des casques bleus, ce sont des conditions quand même très particulières. Si on invoque la création d'un contingent de casques bleus pour résoudre le conflit en Ukraine, ça va être difficile parce qu'il faut l'accord des deux parties belligérantes. Donc à partir du moment où on a l'accord des deux parties, là, l'ONU peut commencer à mettre en place un dispositif des forces d'interposition. C'était le mandat de la Force de protection des Nations Unies à l'origine. On est très très loin de cette réalité aujourd'hui. Si on avait des casques bleus et en admettant que les deux leaders politiques acceptent le principe de l'envoi de troupes sous un mandat de l'ONU, on ne saurait pas où les envoyer, puisque la frontière entre celle qui est vue par les uns et celle qui est souhaitée par les autres est tellement éloignée. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de casques bleus pour patrouiller des centaines de milliers de kilomètres carrés entre l'espace des belligérants. Qui aujourd'hui mettrait à disposition ce type de force sur un front de plus de 700 km? On a fait le calcul en Suisse. Ça ne va pas arriver ni demain ni après-demain. C'est très complexe, c'est très coûteux et on ne sait pas à la fin qui enverrait des forces à partir du moment où un des belligérants a déjà dit que ce ne sera pas des forces européennes. Ça va être compliqué. Bien sûr, il y a les blocages du Conseil de sécurité de l'ONU. Sans aller dans les détails, ça va être assez difficile que l'ONU joue un rôle ou joue le rôle qu'il a joué ces dernières décennies en matière de résolution des conflits. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est une organisation que j'aime beaucoup parce qu'elle a mon âge. En fait, c'est vrai en plus. La conférence sur la sécurité et la coopération en Europe a eu lieu 3 jours avant ma naissance. Donc j'ai une affinité particulière pour l'OSCE. Mais l'OSCE, aujourd'hui, comme vous le savez, est une organisation non contraignante. La Suisse en fait partie et est membre fondateur de l'OSCE. Et donc, par principe, comme c'est une organisation non contraignante, il faut que tous les partis acceptent le principe, la décision, le mandat. Ça va être relativement compliqué pour l'OSCE de jouer ne serait-ce que le rôle qu'elle a pu jouer en 2015 dans le Donbass. Ça va être compliqué. Ce n'est pas totalement exclu, mais ça va être compliqué. Ensuite, il y a l'OTAN. L'OTAN, pour le dire vite, c'est aujourd'hui la seule organisation de sécurité collective qui fonctionne. Et l'OTAN dispose, contrairement à ce que l'on entend parfois, où on parle des États-Unis d'Amérique qui se retireraient de l'OTAN, on ne comprend pas très bien sous quelle forme, qu'est-ce que ça pourrait représenter, mais dans les faits, les États-Unis sont plus présents que jamais en Europe, avec plus de 120 000 militaires, 200 000 au total, 120 000 troupes combattantes en Europe de l'Est ou centrale. Donc c'est assez difficile d'imaginer un retrait du jour au lendemain de cette force-là. Et puis, bien sûr, la Suisse envisage un certain nombre de coopérations, de collaborations avec l'OTAN. Et puis, il y a aussi l'Union européenne. Alors là, sans aller très loin dans les discussions et les détails, l'Union européenne a un problème, un handicap majeur. Ce handicap majeur, c'est que pour toute question liée à la sécurité et à la défense, le mode décisionnel de l'Union européenne est intergouvernemental. Ça veut dire, c'est comme en Suisse, tout le monde doit être d'accord. Et ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué. Ça signifie qu'il suffit d'un ou deux ou trois pays qui ne soient pas d'accord avec l'envoi de forces ou avec le réarmement ou avec un mandat particulier pour une opération particulière, et l'opération n'a pas lieu. Donc il faudrait, et d'ailleurs c'est assez intéressant que du côté de l'Allemagne, on remet aujourd'hui en question ce mode de prise de décision.
qui pourrait, pourquoi pas, produire un changement assez fondamental de la dynamique décisionnelle de l'Union européenne. Mais en tout cas, pour le moment, l'Union européenne peut voter des crédits et peut débloquer des crédits et beaucoup d'argent, peut faire beaucoup de bien dans le monde, mais par contre, se défendre, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas véritablement au sein de l'Union européenne. Je prends juste un exemple, puisqu'on a parlé de l'OTAN, l'article 5, une attaque contre un, c'est une attaque contre tous. Vous savez que ça n'existe pas à l'échelon de l'Union européenne. Donc vous pouvez être membre de l'Union européenne, mais votre voisin se fait attaquer, se fait détruire. Vous n'avez aucune obligation de venir à son aide. Enfin, ce sont des textes qui sont très diffus, ce sont des déclarations d'intention. Donc l'Union européenne n'a pas du tout été conçue, n'est pas du tout équipée pour le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas la fin de l'histoire, on est loin de la fin de l'histoire, et l'Union européenne probablement va devoir adapter ses structures. En tout cas, il y a beaucoup de pressions qui vont dans ce sens. Dans l'immédiat, vous voyez la situation. Vous avez peut-être entendu il y a quelques années l'expression de l'ambassadeur américain à Berne. Switzerland is the donut in the center of Europe. Ouais, ben, s'ils le disent, il y a quand même un fond de vérité. Tout le monde se réarme et puis la Suisse prend son temps. La Suisse prend son temps. Et je le répète, prendre son temps, ça veut dire qu'il faudra le faire de toute façon. C'est comme ranger sa chambre. Un jour, vous allez devoir faire vos tâches ménagères, mais plus vous attendez, plus ça va être compliqué, plus ça va être difficile, plus ça va coûter cher. Ça, c'est une absolue certitude. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on n'est plus en Europe en train de parler des 2% de tout à l'heure, mais aujourd'hui, le standard et les objectifs, c'est plutôt 3%. 3% du PIB investi dans la défense. Et je répète, il s'agit aujourd'hui de rattraper le retard qui a été pris. La Suisse, vous allez me poser la question, enfin j'espère, quelqu'un va me poser la question, mais combien dépense-t-on pour la défense nationale en Suisse? 0,8. 0,8. 0,8. Mais c'est déjà une nette amélioration par rapport à il y a 5 ans où on était à 0,73%. Et il faut savoir que 0,73%, c'est la moyenne de l'investissement consenti pendant les années 2000 par l'Ukraine. Donc si j'ose dire, ça n'a pas suffi à l'Ukraine pour se défendre. 0,7%, ça ne suffira pas à la Suisse pour assurer sa défense. Donc vous voyez qu'on tourne autour du pot, mais les européistes, enfin, on m'a dit qu'il y a eu des conférences sur l'Europe récemment dans ce cercle, les européistes qui donnent l'argument « nous n'avons pas besoin d'assurer notre propre défense, il suffit » en anglais, il y a cette expression « piggyback », il suffit de se fier à la défense européenne, ça ne va pas marcher, ça. Ça ne va pas fonctionner. Parce que lorsque vous avez un club de pays autour de vous qui dépensent tous entre 2 et 3% pour leur défense, et puis vous avez la Suisse qui vient en disant « oui, mais continuez, on vous fait confiance », à un moment, il faudra au minimum payer le même genre de facture. Au minimum, le même genre de facture. Donc ça, c'est avéré. Vous allez me dire, il y a une autre tache blanche au centre de cette carte, c'est l'Autriche. C'est l'Autriche. Mais vous avez peut-être entendu il y a quelques mois, à la faveur de changements politiques en Autriche, l'objectif maintenant du gouvernement autrichien, c'est 1,5% du PIB. Et l'Autriche, actuellement, est à 1,1%. Et on parle de 1,5% d'ici 2028. Bon, peut-être que ça va prendre 1 ou 2 ans de plus, mais enfin, on est déjà au double des dépenses suisses, en sachant que le PIB de l'Autriche est un petit peu plus faible que le PIB de la Suisse, et que l'Autriche a une composante professionnelle de ses forces armées
j'ai eu les 6 derniers mois des soldats autrichiens sous mon commandement. Je peux dire que c'est pas des rigolos. Ils savent ce qu'ils font. Et ça coûte de l'argent. Et 1,5%, c'est quand même plutôt faible par rapport à la moyenne des pays européens. Donc si même l'Autriche est prête à investir 1,5% du PIB dans sa défense, à un moment ou à un autre, en Suisse, que l'on veuille davantage de coopération ou de l'autonomie, parce que ça c'est l'autre variante possible, une défense autonome, ce n'est pas 1% du PIB, ce n'est pas 1,5% du PIB. Vous savez combien la Suisse dépensait en termes de sa défense nationale dans les années 1960-1970 ? Entre 7 et, fin des années 60, on est entre 7 et 8% du PIB. Entre 7 et 8% du PIB. Vous voulez une défense autonome ? Pas de problème, on peut tout construire en Suisse. Mais alors, les avions, on peut les construire en plaqué or, parce qu'à ce prix-là, on pourra se les offrir. Je veux dire, on n'est pas en train de parler d'un avion à 100 millions, on est en train de parler d'avions qui vont coûter 300 millions pièces. Alors, voilà, donc les deux solutions, elles sont là, les deux variantes, elles sont là. Sécurité par la coopération, mais il faut dépenser plus parce que vous êtes obligé de faire relativement pareil que vos semblables, que vos partenaires. Sinon, vous n'êtes pas crédible, sinon vous n'êtes pas sérieux, sinon vous êtes un profiteur. Ou alors vous voulez une défense autonome, c'est une autre possibilité. Mais alors là, ce n'est pas 1%, ce n'est pas 2%, c'est entre 5 et 10% qu'il faudra dépenser pour la défense. Et encore, si on peut acquérir les technologies, si on peut produire les matériels, si on nous laisse dépenser de l'argent pour acquérir certaines technologies à l'étranger, ça fait beaucoup de si. Et encore une fois, ça, c'est les deux variantes. Ou alors une combinaison de ces deux variantes. Pour vous mettre de bonne humeur, toutes ces photos, c'est des photos que j'ai prises au Salon de l'Armement, au Salon de la Défense, Eurasatory, l'été dernier, à Paris. On n'est plus en train de parler de taser et d'armes non létales. Aujourd'hui, on est en train de parler du lourd. Du lourd. Pour le faire court, et ça c'est ma vision des choses, ça n'engage que moi, vous savez qu'il y a des troupes légères, des troupes médianes et des formations lourdes. Et en Suisse, on est en train de développer des choses similaires à l'Allemagne, similaires aux États-Unis, c'est-à-dire on veut du léger, du moyen et du lourd. Moi, j'aurais tendance à dire minute papillon. On n'a pas les moyens, on n'a pas le temps de développer un type d'armée pour chaque scénario possible. Et la chose la plus simple à faire dans un cas comme ça, c'est que le lourd, on peut toujours l'alléger, c'est-à-dire les formations robustes, on peut toujours leur dire « vous venez à pied » au lieu de prendre le gros véhicule. Par contre, des formations de gendarmerie plus, c'est assez difficile. Historiquement, ça fonctionne assez mal de leur dire bah, « maintenant, vous allez mourir pour défendre tel quartier, telle rue de Champel ». Ça risque d'être plus difficile. Donc mieux vaut finalement, si c'est l'objectif, si c'est le véritable objectif, si la défense, c'est quelque chose de sérieux, il vaut mieux constituer des formations qui sont aptes à la défense que l'on peut dégrader pour d'autres applications, plutôt que de faire du léger, du moyen et du lourd. Ça va coûter beaucoup d'argent. Accessoirement, puisque je vous ai suffisamment plombé l'atmosphère pour ce soir, il y a des lueurs d'espoir. Et une de ces lueurs d'espoir, c'est qu'il y a un plan européen pour l'armement. Et ce plan européen pour l'armement vise, au 1er janvier 2027, à produire autant de munitions d'artillerie que la Russie. Et si les Européens, si les pays européens réussissent ce pari, eh bien, ce sera une démonstration, une prouesse technique, technologique, budgétaire, politique. Ce sera un succès considérable. Pourquoi ?
parce que cette décision, elle a été prise fin 2023. Donc 2023, allez, on ne compte pas. 2024, 2025, 2026, ça veut dire qu'en 3 ans, disons 4 pour être généreux, en 4 ans, l'Europe modernisera ses capacités de défense, ses capacités de production d'armement dans le même temps, ou disons au même stade, aux mêmes capacités de production qu'il a fallu plus de 10 ans en Russie pour atteindre cet objectif. Donc l'Europe a des ressources qui sont considérables. Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème politique, c'est un problème de priorité qui existe en Europe. Ce n'est pas une incapacité technologique ou industrielle. Je termine sur la question de la Suisse. Voilà l'évolution des effectifs de l'armée suisse. Alors certainement que chaque soldat aujourd'hui est 4 fois meilleur qu'en 1981. Hein? Tu es d'accord? Puisque les performances sont les mêmes, le catalogue de prestations est le même, chaque soldat aujourd'hui est 4 fois meilleur que nous l'étions à l'époque. La problématique des chantiers qui ont été amorcés par la chef du département Viola Amerd, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais la création, ou disons la redéfinition de l'obligation de servir, enfin, tout est actuellement en chantier, c'est même tellement en chantier que, à moins que vous souhaitiez en parler, c'est une conversation en propre. Une autre problématique que l'on perd des yeux, c'est que la défense générale, c'est-à-dire essentiellement l'armée, dans les années 60, 70 et 80, avait les ressources pour faire face et pour décider dans un certain nombre de situations d'urgence et de crise. Aujourd'hui, l'armée, c'est une toute petite composante de la politique de sécurité. La création du secrétariat d'État pour la politique de sécurité marginalise encore un peu plus l'armée dans les outils de politique de sécurité de la Suisse. Et donc, à un moment, il faudra aussi aborder cette question-là. Quelle est la place de l'armée? Quelle est l'autonomie? Quelles sont les capacités de l'armée dans la défense? C'était très facile jusque dans les années 90. C'était l'armée qui décidait comment on venait en appui aux autorités. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Et puis, en termes de catalogue de prestations, on se rend compte que ce catalogue de prestations qui a été défini à l'époque du DEVA, du développement de l'armée, c'est grosso modo un tiers des forces pour du subsidiaire, parce que c'était le plus courant, les missions les plus probables. Eh bien, ces textes de politique de sécurité qu'on a copié-collé de documents allemands de la même époque, aujourd'hui, c'est vrai? C'est vrai, on a des gens qui savent lire, c'est très bien. On a un degré voilà, on lit ce qui se fait à l'étranger, et c'est très bien. Le problème, c'est que l'Allemagne est revenue sur Zeitwende, est revenue sur la défense. D'ailleurs, l'Allemagne a constitué une brigade qui va être de manière permanente stationnée dans les pays baltes. Donc on n'est plus en train de rigoler en Allemagne et dans beaucoup d'autres pays ailleurs. Donc évidemment, les documents de politique de sécurité, surtout quand on travaille au département de la Défense et qu'on n'est pas de nationalité suisse et qu'on a fait toutes ces études en Allemagne, eh bien évidemment, on va copier, coller. Et donc, je peux vous dire, dans les prochaines années, on va revoir la copie et on va remettre la défense au centre des préoccupations et plus la majorité des forces et des moyens dimensionnés pour des missions, somme toute, secondaires. Vous savez qu'il y a eu en 2023 la sortie de cet ouvrage « L'armée suisse défend », ce petit livre noir. Je suis très content parce que j'ai eu la chance de pouvoir y contribuer. Et il n'est pas noir à cause de moi, même si c'est ma couleur préférée. Ce livre dit exactement ce qu'il s'agit de faire ces prochaines années si on veut reconstituer une capacité de défense. Et ça passe par l'actualité du moment, c'est-à-dire cet exercice Trias. Alors, je dois forcément regarder cet exercice
avec une petite larme au coin de l'œil, parce que c'est mon ancien bataillon qui était censé partir à l'étranger il y a quelques années, qui devait partir en France, et parce qu'on n'a pas acheté un avion français, eh bien ça ne s'est pas fait. Et donc on a décidé ensuite d'aller en Allemagne, ça ne s'est pas fait non plus, et donc on s'est rabattu sur l'Autriche, puisqu'on a plus de chars que l'armée autrichienne, et donc eux sont contents de nous voir arriver pour pouvoir s'entraîner, disons, avec des forces, on va dire, d'égale aptitude. Je dirais juste la chose suivante, pour ceux qui n'ont pas compris, là où on est bon, c'est quand on a du bon matériel, c'est quand on a des gens qui sont volontaires et motivés, et là on peut les projeter à l'étranger, et là il y a un benchmark international qui se fait. Si on continue à vouloir prendre tout et n'importe quoi et passer ses week-ends à la maison et les soirées au bistrot, alors la comparaison internationale de cette armée-là, de cette armée territoriale-là, elle n'est pas garantie et on ne va pas pouvoir faire grand-chose avec cette force dans les prochaines années. Donc voilà pourquoi on envoie des troupes blindées en Autriche, parce qu'elles, elles ont l'équipement et elles ont les gens motivés. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs. Donc la sécurité par la coopération, c'est ça la problématique fondamentale aujourd'hui de la Suisse. Sécurité autonome ou indépendante, ça va coûter très cher pour autant que ce soit encore possible, avec les moyens limités, ou alors une sécurité par la coopération, c'est-à-dire avec des rapprochements, avec des exercices, avec des achats, des développements de moyens communs. Oui, ça paraît tellement évident dans les choix. Le problème, c'est que quand vous commencez à gratter, vous commencez à demander l'avis de la population, alors vous avez autant de spécialistes en aéronautique qu'en matière d'artillerie, et vous avez beau expliquer qu'on veut acheter off the shelf, sur étagère, on veut acheter quelque chose sans helvétisation. Enfin, c'est quoi le dernier matériel que l'armée suisse a acheté? Fusil d'assaut, qui est un fusil étranger. Voilà. Les obusiers qui sont quoi exactement? C'est un Frankenstein d'une pièce d'artillerie allemande avec un mécanisme allemand, mais on les a montés sur des véhicules suisses, donc personne n'a ça à travers le monde. Et alors, plus helvétisé que ça, on ne peut pas. Donc, entre ce qu'on déclare et ce qu'on fait, il faut peut-être raccorder les deux extrémités du train. Mais encore une fois, la sécurité par la coopération est possible. Ça coûte actuellement 2% du PIB. On peut s'en sortir en Suisse parce qu'on triche avec les chiffres pour dire à 1,5%, il y a des frais cachés qui font qu'on arrivera d'une manière comptable aux 2% et on pourra avoir une sécurité par la coopération, une sécurité autonome. Si tant est qu'on y arrive, vous avez vu que c'est entre 5 et 10% du PIB et il faut pour cela obtenir, disons, une masse suffisante ou une part de l'opinion suffisante pour pouvoir soutenir de pareilles dépenses. Ça ne posait pas trop de difficultés ou trop de résistance pendant la guerre froide. Aujourd'hui, on est peut-être dans une époque plus critique, plus difficile, plus contestée, plus chaotique également. Et sur ce, je termine cette présentation, mais je suis bien sûr à votre disposition pour échanger et pour vos questions.